Bonjour à tous, ici le Père Jean-Baptiste Bienvenu de Padre Blog et j'ai le bonheur de vous proposer un nouveau café avec. Voilà. Aujourd'hui, c'est un format spécial pour les étudiants, un format spécial pour les lycéens pour chercher à répondre à la question du sens de la vie. Pourquoi je vis, pour qui je vis. Avant ça, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, comme ça vous recevez tout ce que l'on fait pour vous. Et aujourd'hui, donc, j'ai le bonheur d'être avec le Père Nathanaël Garrick. Bonjour Nathanaël. Bonjour Jean-Baptiste. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Vivre pourquoi, vivre pour qui » aux éditions Salvator. C'est vraiment un livre très simple à lire, très pratique et en même temps qui conduit dans un très très beau cheminement. Alors, une première question tout de suite, pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que j'ai rencontré beaucoup de lycéens. J'ai eu la chance la joie d'être aumônier pendant 5 ans d'un établissement scolaire à Aix-en-Provence. Et chaque semaine, je passais dans les classes, 2-3 classes par semaine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la question qui revenait tout le temps, c'était la question du sens de la vie. Ils se demandaient qu'est-ce que je fais au lycée, pourquoi je suis là, est-ce que les notes c'est important. Et puis j'ai pris conscience qu'en fait les étudiants souvent se posaient la même question et que les jeunes pros, après 2 ou 3 années de boulot, en fait se demandaient à quoi servait leur boulot. Donc finalement, toutes ces générations un peu larges se posaient la même question du sens de la vie. Et de manière peut-être un peu téméraire, en tout cas j'ai essayé de dire quelque chose sur le sujet. Ouais, super. Ben, c'est pas si téméraire que ça, moi j'ai envie de dire. C'est même très très nécessaire. En 2 phrases peut-être pour qu'on le chope très vite, c'est quoi le message de ton livre? Dans mon livre, j'essaie de dire que... c'est une question que j'essaie d'adresser en fait aux jeunes qui cherchent le sens de leur vie, qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils sont malheureux, alors que peut-être qu'extérieurement, ils ont tout pour être heureux, cadre familial, quelque chose... Enfin, entre guillemets, la vie fonctionne, Oui. et pourtant leur cœur est vide. Et j'ai envie de leur dire, mais est-ce que tu as cherché au bon endroit? Et est-ce que tu n'as pas parfois essayé d'accumuler des choses, des idées, des succès pour te rendre heureux? Mais au fond, est-ce que tu t'es pas trompé de chemin? Est-ce que ton bonheur ne serait pas ailleurs? Et est-ce que tu serais prêt à tenter l'aventure de chercher ton bonheur dans une relation, dans un amour infini? Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un GPS de la vie intérieure pour pas se perdre justement? Ouais, en quelque sorte, c'est donner quelques balises. J'essaie de donner un peu des grands thèmes, des grands repères pour essayer de faire le point là où on en est dans notre cheminement intérieur sur la question du bonheur, de la vie et de l'existence. C'est un cheminement en 4 étapes qui sont un peu comme les 4 barreaux d'une échelle qu'on pourrait monter. Voilà. Alors pour que ce soit concret, je propose qu'on parcourt ces 4 barreaux, qu'on fasse cette escalade et que pour chaque escalade, on raconte une histoire, quelque chose d'un témoignage. Premier étage que tu décris, c'est la vie, quand on la vit justement sans but, un peu au gré des émotions, des événements, de ce qui arrive, une quête de bien-être mais qui n'est pas finalisée. C'est l'histoire de qui cette Ça, c'est l'histoire de tous ceux qui, en fait, n'essayent pas de construire quelque chose, en fait, prennent la vie comme elle vient, sans lendemain, dans l'instantané. Voilà, donc, ouais, cette partie-là m'a beaucoup fait penser à un ami avec qui on a fait un peu des études de philo, qui était épris de Nietzsche, et qui voulait surtout ne rien construire dans sa relation avec sa copine, dans sa relation avec les autres. C'était juste du jour au lendemain, pas de projet professionnel non plus, pas de projet à long terme, même dans la vie amoureuse, pas de projet long en fait, hein. Juste de l'instantané et des plaisirs quand ils viennent, quoi. C'est vivre dans le vent, et comme dit l'autre, c'est une ambition de feuille morte. Enfin, on sent que cette petite coque de noix qui est ballottée au gré des événements, elle a quelque chose de très fragile. Je pense, et je pense, en fait, d'une certaine manière, c'est peut-être une manière de refuser peut-être une manière de se protéger, ou en tout cas une manière de ne pas vouloir affronter le défi de la vie en disant bah, je vais le regarder plutôt que de l'affronter, ce défi. Oui. Voilà. Après, comment dire, mon idée n'est pas du tout de jeter la pierre sur Non, bien sûr. qui que ce soit, et on trouve tous un peu nos équilibres un petit peu avec ce qu'on peut, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on est. Mais en tout cas, ce que je trouve plus intéressant, c'est de voir que celui qui choisit ce mode de vie-là, en fait, il doit accepter de renoncer à certaines choses. Et ça, souvent, il ne l'a pas verbalisé, il ne s'en est pas rendu compte. Ça, c'est le premier étage. Ensuite, on passe à un deuxième étage où on sent que les gens sont un peu plus protagonistes de leur existence. C'est vivre pour une passion. Alors là, peut-être, on a plein d'histoires qui peuvent venir. Bah ouais, on a plein d'histoires parce que c'est l'histoire de tous ceux qui se lèvent le matin en disant bah, quand je serai grand, je serai président de ceci, je gagnerai la Coupe du Monde de ça. C'est l'histoire de ceux qui se lèvent parce qu'ils sont passionnés par l'art et qu'ils veulent être le nouvel acteur, la nouvelle actrice. Enfin voilà, dans cette dimension-là, ouais. Ouais. Alors après, une histoire plus concrète, ça pourrait être, j'en ai des centaines hein, de lycéens ou d'étudiants rencontrés qui en fait nourrissent le désir
en fait, de réussir un concours, de réussir, d'être connu d'une certaine manière, d'être le nouvel auteur qui va bien. Et puis, en tout cas, je vois bien que dans le temps, la question, c'est la durée, en fait. Ouais. Est-ce que ça marche? Et en fait, c'est ça, c'est que au fond, il y a un peu deux questions. C'est que je vois bien, il y a ceux qui vont se manger, si je peux dire comme ça, un obstacle un peu violent, quoi. Ça, par exemple, je me souviens d'un aviateur qui rêvait d'être pilote de chasse, hein, et puis en fait, en passant les tests, alors je sais plus, il était, ça n'était pas dimensionné comme il faut pour être pilote d'avion de chasse, et donc il était pilote de transport, quoi. Alors, je l'avais rencontré à ce moment-là et je lui avais dit, donc tous ses potes étaient pilotes de chasse, quoi, autour de lui, enfin ils étaient quasiment tous en uniforme, là, quand on prenait un verre. Et je dis, toi, t'as choisi, un peu naïvement, quoi. Je dis, mais toi, t'as choisi d'être pilote de transport. Il dit, mais pas du tout. C'est mon rêve et c'est pas possible. Du coup, du coup, je suis pilote de transport. Elle est bien cette histoire parce qu'elle permet de démasquer finalement le fait que quand on vit pour une passion, ça peut être aussi le fait de ne pas regarder la part d'absurde qu'il y a dans la vie, la part de vide intérieur. Je déjeunais dans une famille et le petit ado, il m'a dit qu'il voulait être footballeur professionnel. Et on voit bien que c'est une manière aussi de rêver, de sortir, de se donner aussi cet élan pour la vie. Et en même temps, il y a un moment ou un autre, qu'il y ait un échec ou pas, où il faut regarder cette part de vie intérieure, non? Alors c'est ça où je trouve que ça, c'est l'avantage de l'échec. C'est que l'échec m'oblige à un moment à me dire, mais au fond, à quoi ça sert d'être le nouveau Kylian Mbappé, quoi? D'ailleurs, il y en a déjà un, mais qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de... Mais après, je pense que souvent, en fait, on ne passe pas cette étape-là. Enfin, certains ne passent pas cette étape-là parce qu'en fait, ils y arrivent. Oui. Et c'est un peu insidieux. En fait, il y a un problème, c'est quand ça fonctionne bien, quoi. Et alors ça, des amis qui ont enchaîné les concours, parce qu'en fait, de concours en concours, ils vivaient pour leur concours, et quand ils l'avaient, en fait, ils étaient déprimés, quoi. Donc, il fallait un nouveau concours. Et je viens très bien avoir compris ça quand j'étais moi-même en préparant un concours. Et à la sortie des cours, un jour, il y a un gars qui est là, qui avait une tête vraiment déterrée. Enfin, il avait vraiment peur à voir, quoi, si je puis dire. Et je demande à mes potes, c'est qui? Je le connais pas. Ça, il dit, c'est un gar qui vient d'intégrer Normal Sup. Et là, j'ai vu sa tête. J'ai dit, non, mais moi, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Hein. Parce que si avoir le concours pour être comme lui, ça m'intéresse pas du tout. Et en fait, et pour moi, c'était vraiment la figure c'est un peu triste, mais quelqu'un un peu blasé, parce qu'en fait, il avait vécu dans un objectif, il a eu l'objectif, et sa vie, elle s'est révélée creuse. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, t'enchaînes les réussites sans voir qu'au fond, ce qui t'anime, c'est la peur de l'échec. Et donc, en fait, tu fais tout pour ne pas tomber dans l'échec, pour ne pas affronter cette question-là. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent animer quelqu'un. Mais en tout cas, dans la passion, forcément, il y a une dimension positive, c'est que ça me donne une raison de vivre, ça me donne de l'élan, de l'énergie, et ça fait que je réalise des grandes choses. Enfin, beaucoup de sportifs ou d'explorateurs, réalisent des choses magnifiques. Mais je pense que le risque, c'est de fuir en fait cette question intérieure. Comme dirait Pascal, en fait, Pascal, le philosophe, appelle ça le divertissement. C'est-à-dire qu'en fait, je m'invente des choses pour éviter de voir une question fondamentale qui est « je suis mortel » et du coup, j'en fais quoi? Et le fait d'être mortel, c'est peut-être la réalité la plus angoissante de notre vie. Alors, évidemment, du coup, on essaie de le cacher un petit peu, puisque ça suscite toutes sortes d'anxiété. Et voilà. Mais je crois que ça fait partie aussi de la grandeur de l'homme, de pouvoir affronter cette question. Je suis mortel, et du coup, est-ce que du coup ma vie est absurde parce qu'un jour, je vais retourner à la Terre et il ne restera rien les vers de terre vont manger ce qu'il restera de moi, ou est-ce qu'en fait, je suis mortel, mais je suis fait pour plus que ça? Et donc, c'est déjà le moment où finalement la passion bascule dans une cause. C'est-à-dire, on se met plus simplement au service d'un élan pour soi, mais d'une cause pour les autres. Et donc, alors, je pense que c'est effectivement, un moment, il peut y avoir un premier décentrement. Et donc, le troisième mode de vie que je décris dans ce livre, effectivement, c'est le mode de vie pour une cause. C'est-à-dire, donc la différence avec la passion, c'est que la cause, elle est décentrée. Ma cause, ça peut pas être moi, quoi. Oui. C'est moi qui veux raconter une histoire parce que j'ai visité Georgette qui a bientôt 100 ans dans quelques semaines aujourd'hui. Et donc Georgette me disait, mais en fait le problème de votre génération, c'est que contrairement à nous, vous n'êtes plus des militants. Nous, on a cru de toutes nos forces à des causes, on s'est sacrifié pour des causes, on a tout donné. Bon, on voit que ça n'a pas forcément fonctionné à la hauteur de nos espérances, mais vous êtes blasés. Votre génération, la jeunesse, vous êêtes blasés. Vous n'êtes pas engagés dans des causes. Donc il y a un truc à travailler là peut-être pour nous. Je pense que les deux sont vrais, c'est-à-dire que voir des lycéens, je dirais plutôt des étudiants ou des jeunes pros un peu blasés, j'en ai à l'appel, j'en vois partout autour de moi, qui sont plus soucieux de
questions un peu personnelles que de questions un peu larges. Ça, c'est sûr que j'en vois Tous les jours. beaucoup, ouais, voilà, tous les jours autour de moi. Après, de manière positive, je veux dire, j'ai été très marqué aussi par des lycéens chez qui il y a une énergie et une volonté d'aider que j'ai trouvé extraordinaire. Alors, je pense qu'il n'y a pas une majorité, de ce point de vue-là, je rejoins Georgette, exactement. Mais j'étais émerveillé aussi par la radicalité de certains jeunes. Alors, ouais, dans mon lycée, quelques-unes aussi, c'est vrai qu'ils se bougeaient beaucoup pour l'UNICEF, par exemple, ça les touchait beaucoup. Enfin voilà, au lycée, la question des enfants maltraités dans le monde, voilà, ça suscitait une générosité et un élan. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une étape de notre société où des plus en plus de tensions, et les tensions, en fait, elles suscitent des radicalités, mais aussi des radicalités dans l'engagement. Et enfin, moi, j'aime bien la question écologique, je la trouve quand même très, très, très parlante, du fait que comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on est bouché, on s'expose à avoir des gens qui viennent manifester devant chez vous, quoi. Enfin, il y a 10 ans, ça m'a semblé complètement inimaginable, quoi. Et par exemple, même les lycéens, faire une marche pour le climat, mais c'était évident pour eux, quoi. Ouais. Et Et est-ce qu'il n'y a pas une petite étape supplémentaire, justement, quand la cause qui peut s'adresser à des thèmes qui sont concrets dans l'absolu, mais qui en fait sont abstraits parce qu'il n'y a pas forcément des gens derrière, justement se transforme en un engagement pour des miséreux qui sont là, quand on va vers des personnes, en fait. c'est sûr que le critère il est là, parce que c'est très facile de combattre pour une cause, mais une cause, en fait, comme je dis, c'est abstrait, et puis ça ne concerne pas des gens qui sont là devant moi. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus engageant d'aider quelqu'un qui est devant soi que que de militer pour une cause abstraite. Et puis, l'histoire nous a appris aussi parfois que des causes abstraites, parfois elles se retournent contre les hommes. Et par exemple, pour reprendre la question de l'écologie, une espèce d'écologie radicale, en fait, qui, pour le bien de la planète, qui en fait devient très anti-humaniste. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de causes qui sont anti-humanistes. Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, l'enjeu, quand on est engagé dans une cause, c'est de comprendre que, en fait, la cause, elle va trouver du sens dans la mesure où elle va se manifester dans l'amour concret de quelqu'un. Celui qui va se battre pour la science toute sa vie, parce qu'il voudrait être un grand scientifique, en fait, à quoi ça va lui servir ? Je pense qu'en fait, augmenter la connaissance humaine, en fait, ça comble pas un cœur. Alors que de comprendre que l'action que l'on a posée, la recherche que l'on a faite, elle va aider telle ou telle personne à vivre, je pense que là, on entre dans une dimension beaucoup plus existentielle, justement, de la vie et du rapport à la connaissance. Et pour prendre juste un exemple que je trouve très parlant, des personnes qui seraient dans un laboratoire et qui feraient de la recherche dans le nucléaire, ça peut être aussi bien parce que c'est des terroristes qui ont envie de fabriquer une bombe sale pour attaquer un pays, que des gens qui sont en train de travailler pour développer la connaissance dans le nucléaire civil afin d'améliorer la transition énergétique de leur pays. Donc vous voyez, dans les deux cas, la recherche c'est exactement la même, sauf que l'engagement existentiel n'a rien à voir. Donc on voit que la cause, elle est plus humanisante quand elle est finalisée sur des personnes réelles. Et ultimement, en fait, tu nous emmènes à nous dire que sans Dieu, finalement, le sens de la vie, à un moment, il est dans une impasse. Vivre pour l'amour infini de Dieu, voilà l'objectif que tu nous donnes. Alors, on se dit, bah oui, c'est un livre de prêtre, donc forcément, ça aboutit là. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'en passer par là ? Pourquoi est-ce qu'il faut aller se frotter à Dieu qui nous fait peur avec cette dimension un peu immense ? Et pourquoi est-ce qu'il faut aller jusque-là ? En fait, j'essaie de parler de Dieu, mais de l'amener, enfin pas en parlant directement de Dieu, mais en l'amenant par la question de l'amour. Et plus exactement, en étant d'abord attentif au désir qui est en moi. Est-ce que j'ai envie, en gros il y a une option à prendre, c'est qu'habituellement on vit avec des amours finis, limités, qui sont nos amitiés, les relations amoureuses, les relations dans la famille. Qui ici peut dire qu'il a toujours été l'ami parfait et absolu envers tous ? Qui peut dire qu'il a été le fils, la fille, le frère, la sœur, absolument parfait et en tout temps. Donc en fait on voit bien que ça n'existe pas. La relation d'amour fini, qui soit un amour parfait, ça n'existe pas par définition. Et donc au fond, est-ce que moi, j'ai envie de me contenter de ça ? Parce que je crois que je peux vivre avec ça. Et donc ça, c'est une option à prendre. La seule chose que je dis à celui qui veut se contenter de ça, c'est d'accord, mais ne deviens pas un tyran. C'est-à-dire, n'exige pas des autres ce qu'ils ne peuvent pas te donner. Voilà. Un amour complet, parfait. Exactement, voilà, d'avoir un cœur comblé. Oui. Ou alors j'accepte d'entrer dans la réception d'un amour infini,
que je ne peux pas me donner à moi-même évidemment, mais qu'aucun être humain ne peut se donner à soi. Et cet amour infini, eh bien, dans la tradition spirituelle, on l'a appelé Dieu. Dieu, on a appelé Dieu celui qui a un amour infini pour sa création. Mais du coup, ça nous pose tout de suite une question que les jeunes me disent, c'est vous en parlez tout le temps de cet amour infini, mais comment on en fait l'expérience? Comment on le rencontre en fait? Comment ça devient concret? Ça, pour une part, enfin, je serais un charlatan en donnant une recette en disant, bah voilà, faut faire ci, faut faire ça. Je pense qu'il y a une dimension, il y a deux libertés en jeu. Il y a la liberté humaine, de celui qui dit, bah, en fait, j'accepte de prendre des moyens. Et donc, ce qui est sûr, c'est que celui qui décroche pas de son téléphone, qui parle jamais à des amis chrétiens, qui se pose jamais de questions, qui va jamais à la messe, qui lit jamais un livre spirituel, faire l'expérience de l'amour de Dieu, ça va être un petit peu compliqué, on est bien d'accord. Voilà. Et donc, bah, effectivement, faut se donner des ouvertures. Faut tenter des choses en faisant des rencontres, en faisant des expériences, en demandant à des amis cathos comment ils font. Enfin voilà, donc là, il y a une part un petit peu d'aventure et d'expérience. Ça, c'est motivant. Exactement, voilà. Donc ça, il y a des dimensions. Et après, il faut admettre aussi que pour une part, ça ne dépend pas complètement de nous. C'est un peu le mystère de Dieu aussi qui se révèle un peu comme il veut, quand il veut, à qui il veut, quoi. Et de ce point de vue-là, on n'a pas complètement la main dessus non plus. Est-ce que, pour conclure cet entretien, tu veux dire une dernière phrase, un dernier truc Moi, j'aurais... Ouais, le cri du cœur, si je puis dire, que j'aurais envie de lancer à la fin de cette petite présentation, c'est croire en tes désirs. En fait, je pense que tu as dans ton cœur tous les désirs nécessaires pour vivre une vie magnifique. Et je pense que le plus triste de ta vie, c'est quand tu ne crois pas en tes désirs. Et quand tu n'y crois pas, eh ben, tu vas essayer de trouver des arguments pour ne plus y croire. Mais est-ce qu'en fait, au fond de toi, quand tu t'interroges sur les moments où tu as été le plus heureux dans ta vie, est-ce que c'est des moments où tu étais seul, où tu as possédé un bien matériel, je sais pas quoi, enfin ton nouvel iPad, est-ce qu'au fond, est-ce que c'était vraiment ça? Ou est-ce que c'était des moments de relation, de partage, peut-être même de service, tu t'es donné aux autres, tu pensais recevoir, et en fait, voilà, tu t'es donné et c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, regarde ça et dis-toi au fond quels sont les désirs les plus profonds. Est-ce que tu n'aurais pas un désir de relation vraie, de relation authentique, sans les masques, quels qu'ils soient, une relation profonde dans laquelle tu puisses être qui tu es vraiment. Et en fait, si c'est ça que tu sens dans ton cœur, en fait, pourquoi tu te mets des barrières? Pourquoi tu t'autorises pas ce désir-là? Va au bout, tu ne le regretteras pas. C'est bon ça, merci beaucoup Nathanaël. Chers vous tous qui avez regardé cette vidéo, je suis vraiment heureux d'avoir pu vous présenter mon ami Nathanaël. Et je serais encore plus ravi si vous partagez cette vidéo à des jeunes que vous connaissez, à des étudiants, à des lycéens. Offrez le livre aussi parce que je crois que c'est un bel outil pour avancer. Alors faites-le tout de suite, partagez et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux articles, de nouvelles vidéos. Bonne journée!